économique, c'est avec Christophe Barraud, chef économiste chez Market Security. Bonjour Christophe. Bonjour. Donc on refait la semaine économique avec vous. Le premier sujet, la Banque centrale américaine qui nous avertit encore cette semaine d'une croissance moins bonne qu'espérée en 2019. Alors 2019, est-ce vraiment la fin de la hausse, du cycle de hausse qu'on connaissait jusqu'à présent, un retournement de conjoncture? L'idée, c'est on a vraiment eu un changement en fait de posture de la Fed depuis plusieurs, on va dire depuis 3-4 mois, avec pour objectif maintenant de ne plus relever les taux en 2019. Contre décembre, c'était 2 relèvements de taux anticipés. On a aussi vraiment une volonté d'arrêter en fait la réduction du bilan de la Banque centrale. Donc ça traduit plusieurs choses. Ça traduit déjà une prudence vis-à-vis de l'inflation. On a eu dernièrement des signaux qui montrent qu'on a un ralentissement un peu plus marqué que ne l'attendait la Fed. Sur la partie croissance économique, maintenant, on a aussi des signaux de ralentissement par rapport à l'année dernière. On était à 2,9% de croissance en moyenne. Nous, on estime qu'on sera plutôt vers les 2,2% cette année, donc un ralentissement assez marqué et vraisemblablement peut-être plus que ce que l'attendait le consensus des économistes. Après, ça s'explique par plusieurs choses. Un ralentissement domestique d'une part, mais aussi un ralentissement, je dirais, un petit peu plus de l'économie globale, des échanges. Et on voit encore aujourd'hui les derniers signaux, par exemple au Japon ce matin, où ça montrait encore une fois une contraction de l'activité manufacturière en mars. Donc tout ça fait qu'il y a peu de chances aujourd'hui que la Fed durcisse sa politique monétaire via une nouvelle hausse de taux en 2019. Mais on a eu un cycle de hausse des taux qui était quand même très court. Comment ça se fait? Est-ce que finalement la Fed s'était précipitée et aujourd'hui elle se rend compte qu'elle s'est trompée? Il y a plusieurs choses. On a eu donc une accélération de ce cycle l'année dernière pour répondre aussi en parallèle à la grosse réforme fiscale qui a été aux États-Unis très importante et qui a dopé l'activité. Donc le premier point, c'est de se dire qu'elle a réagi vraiment par rapport à cette politique-là. Or, 2019, on est vraiment dans une normalisation par rapport à 2018 d'une part, et c'est vraiment encore une fois un contexte mondial qui est différent, où on a une croissance qui ralentit quasiment partout, que ce soit dans les pays développés ou dans les pays émergents, et on a aussi, je dirais, un risque extérieur entre guillemets, c'est le ralentissement de la croissance des échanges, plus un dollar qui était relativement élevé, pousse la Fed à au moins marquer, je dirais, à faire une pause. Après la question ce sera, est-ce qu'on est plus sur la poursuite d'un ralentissement de la croissance vers 2020 au moment des élections, ou est-ce qu'on aura un petit redémarrage? Pour ma part, je pense qu'on aura encore un ralentissement 2020 et qu'aujourd'hui la politique fédérale de la Fed sera plus rester en attente, voir aussi ce que vont faire les autres banques centrales, On voit que dans les pays émergents, elles ont plutôt tendance à avoir un biais accommodant à très court terme. Et on voit maintenant, côté aussi européen, que la hausse de taux pour 2019, c'est un scénario exclu. Mais c'est pas encore pour maintenant. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette politique de taux bas? Le crédit va reprendre, mais ce qui veut dire aussi l'endettement des entreprises? C'est pas dangereux? Alors, sur le point positif en fait de cette politique, on le voit surtout sur l'immobilier, où on avait des grosses craintes en 2018, avec des volumes de vente qui baissaient très fort. On avait aussi le moral en fait des promoteurs immobiliers qui avait baissé, les promoteurs immobiliers en bourse qui avaient aussi largement chuté. Or depuis en fait ce revirement assez accommodant de la Fed, on voit que les taux d'emprunt, si on regarde le 30 ans, on était sur des niveaux de 4,80 en novembre. Aujourd'hui on est plutôt à 4,20, donc ça va déjà booster l'activité dans le secteur immobilier. On pense par exemple qu'aujourd'hui on aura un gros rebond des volume de vente dans l'existant, donc probablement largement au-dessus du consensus. Et aux États-Unis comme en Europe? Surtout aux États-Unis, où là on a vraiment un cycle où les ménages s'adaptent assez vite, réagissent très vite. En Europe, on est sur des taux d'intérêt en fait qui ont baissé, mais proportionnellement moins qu'aux États-Unis. Donc l'effet, je pense que c'est toujours positif pour le marché immobilier, mais dans une moindre mesure. Mais le risque, effectivement, c'est l'endettement. À un moment où, si on regarde l'endettement des entreprises, l'endettement public, on est déjà à des niveaux très élevés. Donc on peut se poser la question de l'impact que ça peut avoir dans les années à venir.
Et comment ça a accueilli cette politique monétaire par les autorités politiques? On le sait que Trump, c'était ce qu'il demandait, mais en France, en Allemagne, est-ce que c'est pas aussi une solution pour ne pas faire les réformes tout de suite? C'est un peu ce qu'on a l'habitude de dire. Quelque part, oui, parce que ça avantage tout le monde. Je dirais le poids de la charge de la dette va être réduite sur le court terme. Après, la question, c'est que c'est le moment parfait pour faire les réformes et il ne faut pas repousser encore une fois. Donc c'est voilà, encore une petite fenêtre de tir, mais que devront saisir un petit peu toutes les autorités. Or, 2019, c'est quand même une année marquée par beaucoup d'incertitudes et on voit encore aujourd'hui que voilà, la prise de décision, la réforme, ça risque d'être encore un petit peu décalé dans le temps. Et une dernière question sur la Fed, comment les banques vont survivre? Parce que pour elles, c'est des taux bas, c'est évidemment peu de rentabilité et donc une année encore de vache maigre après tant d'années de politique monétaire expansionniste. Alors le risque, voilà, c'est la baisse de profitabilité et en fait que les États-Unis convergent finalement vers l'Europe ou vers le Japon, où on voit que la profitabilité est bien moindre. Après, ils ont quand même une petite marge de manœuvre encore par rapport à l'Europe ou le Japon. Et ils ont un cycle économique qui est plus porteur que pareil, leurs compères européennes ou japonaises. Donc effectivement, ça s'est traduit en bourse par une sous-performance qui pourrait durer, parce que si on regarde un petit peu les perspectives, que ce soit partout, on peut se dire que les autres banques centrales vont emboîter le pas de la Fed. Et donc on va avoir des mois difficiles à venir sur les banques. On va parler du Brexit à présent, avec le Conseil européen qui se déroule en ce moment même et qui donc a décidé de deux nouvelles dates potentielles de sortie. Mais est-ce que les chances de no deal ont augmenté depuis hier? Alors clairement, les chances de no deal en fait montent un petit peu chaque jour depuis maintenant, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. La réalité, c'est que le Parlement a déjà rejeté 2 fois le deal signé avec les Européens. Et qui sera représenté une nouvelle fois la semaine prochaine. Et qui vraisemblablement sera représenté et à mon avis encore une fois refusé, puisqu'il y a la problématique de fond n'a pas changé et on n'a pas apporté une solution qui convienne à l'ensemble des parlementaires britanniques. Donc la question aujourd'hui, c'est plus qu'est-ce que va faire le Parlement? Est-ce qu'il va essayer de reprendre la main dans la négociation et écarter Theresa May qui ne veut pas vraiment offrir une alternative différente, donc des nouvelles élections, un second référendum ou carrément un changement de tactique? Et c'est à mon avis le scénario le plus probable aujourd'hui, parce que tout le monde veut éviter le no deal, le Parlement britannique l'a déjà rejeté. La petite nouveauté hier, c'est quand même que certains pays avaient une position tranchée en Europe vis-à-vis du no deal, à savoir qu'on n'allait pas faire d'extension sans condition. Or, on a vu que personne ne voulait porter aujourd'hui cette responsabilité. Donc la question, c'est de se redonner une chance de revoter le texte, mais à mon avis c'est très peu probable, et je crois que Reuters disait que selon Emmanuel Macron ce serait 5 ou 10% la probabilité que ça se fasse. Donc la question maintenant, c'est est-ce que le Parlement britannique va reprendre la main ou pas? Vraisemblablement ça devrait être le cas, mais s'il ne le fait pas, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la date butoir, il y a quand même forte probabilité qu'il se passe quelque chose en Angleterre et qui est vraiment une autre solution. Donc ça peut être un sursaut, effectivement. On sait qu'il y a une grosse manifestation qui est prévue samedi. Peut-être que ça va montrer aussi l'état de l'opinion. L'idée maintenant, c'est que ça repasse par le peuple, et ça repasse par le peuple au Royaume-Uni. Donc élection générale ou référendum. Après, la difficulté d'un référendum, c'est si vous demandez au Parlement ce qu'il pense encore une fois sur le texte et qu'il le refuse 3 fois, je ne vois pas pourquoi le peuple voterait à l'inverse du Parlement. Donc c'est là la difficulté des négociations, et je pense ça va encore occuper l'actualité pendant les prochaines semaines. Et on va parler de la Chine à présent. Le président chinois qui est en visite en Europe en ce moment, en Italie, et à partir de dimanche en France. On parle notamment des nouvelles routes de la soie, donc qui est le grand plan géopolitique qu'il est en train de mettre en place. Quels sont les enjeux et qu'est-ce que ça représente? Quels secteurs sont impactés par ces nouvelles routes de la soie? Alors ça a énormément d'impact aujourd'hui. Bon, on commence à le voir en Asie, puisqu'il y a des investissements en infrastructures assez énormes. Alors il peut y avoir
des côtés positifs et côtés négatifs. Le côté négatif, c'est que tous les pays un petit peu autour de la Chine sont amenés à s'endetter pour financer ce programme d'infrastructure. Il y a le côté aussi influence et géopolitique de la Chine, en fait, qui est en train de prendre le dessus dans la zone et qui est beaucoup critiqué, notamment par les États-Unis et leurs alliés. Donc c'est vraiment, voilà, il y a un enjeu économique majeur aussi pour la Chine qui est vraiment de rebasculer un petit peu l'activité du pays à l'ouest du pays, parce qu'aujourd'hui ils sont dans une phase où, voilà, à l'est du pays c'est extrêmement développé, vous avez une croissance des salaires très forte, mais à l'ouest ça reste, je dirais, marginal, c'est plutôt vraiment centré sur l'agriculture. Il faut ouvrir ces régions, créer du potentiel de croissance, mais après, voilà, jusqu'à étendre toute la route de la soie, il y en a encore pour des années et l'enjeu est à très long terme. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'en Europe, c'est que par exemple l'Italie a décidé de signer des contrats en amont, d'être un petit peu le porte-parole de la Chine. Et de faire cavalier seul aussi. Voilà, et aussi de mettre un petit peu la pression sur tout le monde en disant voilà, nous on est encore là, on a un rôle à jouer en Europe. Et après, je dirais par rapport aux États-Unis, ça peut poser problème parce qu'on accepte justement que la Chine mette un pied supplémentaire en Europe au moment où il y a, voilà, les conflits commerciaux États-Unis-Chine, et on aura sûrement un conflit commercial entre les États-Unis et l'Europe sur la partie automobile, peut-être sur l'agriculture, etc. Donc oui, dans les mois à venir, évidemment. Merci beaucoup, Christophe Perrault. Je rappelle que vous êtes chef économiste chez Market Securities.